Bonjour, je me présente, je m'appelle Adina May. Je suis chercheur dans le cadre du projet de recherche de l'art vidéo aux nouveaux médias, le cadre du Video Art Festival Locarno 1980-2001, que ce symposium vient conclure. Je souhaite tout d'abord saluer les participants à ce symposium, avec qui nous aurons le plaisir de passer ces 2 journées sur Zoom. Lorenzo Bionda, Robert Cahin, Marco Maria Gazzano, Hannah Hölling, Barbara London, Marta Schwendener et Biljana Tomic. Et je salue aussi le public qui s'est joint à nous. Bien que l'utilisation de l'application Zoom se soit généralisée, je me permets de rappeler quelques points techniques concernant la tenue du webinaire. Il sera intéressant plus tard de savoir si les discussions concernant le futur de la communication télématique dans les années 80 à Locarno entrevoyaient ces questions de housekeeping virtuel, comme on les nomme en anglais. J'attire donc votre attention sur le fait que les 2 journées sont enregistrées en vidéo et qu'elles seront archivées sur le site du projet de recherche Video Art Festival, en un mot, .ch. Les questions peuvent être posées soit à travers l'option questions ou dans la boîte de chat. Il est aussi possible de lever la main virtuellement pour demander la parole. Nous vous serions aussi reconnaissants de désactiver vos micros si vous ne parlez pas. Je rappelle aussi à chacun, aux participants comme au public, qu'il est possible d'écouter les présentations et discussions en traduction simultanée vers l'anglais et le français. Je profite par ailleurs pour remercier nos 2 interprètes pour leur contribution à ces 2 journées. Françoise, je te laisse la parole pour quelques mots sur le projet de recherche. Je me présente à mon tour, François Bevier, je suis chercheur à l'ECAL, l'École d'art de Lausanne, et enseignant dans la section de cinéma de l'Université de Lausanne. J'avais donc soumis ce projet de recherche sur le Video Art Festival auprès du Fonds national de la recherche scientifique depuis l'ECAL, et ce projet a été soutenu pour la période 2017-2021. Alors je dis 2 mots du projet. Celui-ci s'inscrit dans un programme plus large de recherche qui est souvent accompagné, enfin systématiquement accompagné de publications et d'expositions, qui portent en général sur l'image en mouvement, parfois le film expérimental, d'autres fois la vidéo, en particulier en Suisse. Donc ici, dans ce projet, on s'est concentré sur un cas d'étude spécifique et délimité, le Video Art Festival, qui permet de revenir sur le médium de la vidéo, les enjeux techniques que ce support implique, tels que le temps réel, le circuit fermé, la manipulation du signal, et évidemment ses répercussions sur l'art et la fonction d'exposition, tout comme ses rapports étroits à l'art électronique, à la cybernétique et aux nouveaux médias. D'emblée, il nous est paru nécessaire de recourir à une méthode transdisciplinaire en nous inscrivant dans la continuité de projets de recherche récents qui portent sur l'histoire de l'art vidéo, souvent dans une perspective nationale. Et il nous a aussi paru nécessaire d'emprunter différents outils méthodologiques, donc de croiser la théorie de l'art, les études curatoriales, les sciences de la communication et la théorie critique. Donc il s'agit pour nous de prendre en compte des œuvres dans leur contexte de circulation et dans leur articulation à un réseau plus large, qui est un réseau aussi discursif et théorique qui a accompagné systématiquement toutes ces pratiques. Donc ce colloque a été organisé en collaboration avec l'Université Romatré, que l'on remercie, et conclut le projet de recherche mentionné. Donc je remercie aussi évidemment l'École cantonale d'art de Lausanne, le Fonds national de la recherche scientifique suisse et Romatré, comme mentionné. Sans ces 3 partenaires, ce projet et ce symposium n'auraient pu avoir lieu. Donc, je veux souligner rapidement un double enjeu qui consiste à faire le point sur un cas d'étude spécifique, d'une part, le Video Art Festival, et d'autre part, d'élargir le champ en renvoyant à des problématiques qui sont plus générales. Donc, je le dis le plus vite possible. Qu'est-ce que le Video Art Festival et dans quel contexte, dans quelle place, dans quel contexte international cette manifestation s'inscrivait-elle? Donc, pour moi, on pourrait dire d'abord très simplement que le Video Art Festival, c'est un double phénomène. C'est d'une part un espace de diffusion, un espace important de diffusion de la vidéo en Europe, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de discussion, d'échange entre artistes, critiques, curateurs. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Il y a un retour réflexif sur le support de la vidéo qui fait l'objet de discussions et de théorisation au sein même de la manifestation. Donc, cette manifestation, pour le dire vite, elle émerge en 1980, sous forme d'exposition, et dès les prochaines éditions, elle va se développer sous forme d'un festival qui est articulé à des colloques de recherche, donc de 80 à 2001. Le projet est initié par Rinaldo Bionda, fondateur de la galerie Flaviana, qui s'ouvre en 62 à Locarno, et qui va accueillir, une fois que la galerie sera déplacée à Lugano, toute une série de manifestations qu'on qualifierait aujourd'hui d'intermédiaires, donc des concerts
et des events Fluxus, des expositions d'arte povera ou d'art cinétique. C'est dans ce contexte que va émerger le Video Art Festival. Donc, il y a une double fonction. D'une part, c'est un espace concret de diffusion, et d'autre part, c'est un espace théorique, un espace qu'on pourrait qualifier de spéculatif et utopique. Donc, d'une part, on présente des pièces sur moniteur qu'on peut aussi projeter, on présente des installations d'art vidéo. D'autre part, c'est aussi un espace d'expérimentation théorique, hein, qui est aussi articulé, je le dis vite, à des ateliers de production. Donc, le Video Art Festival, ce sera aussi, ce qui est très singulier, un observatoire des nouveaux médias. Donc, il y a toute une série de colloques qui seront organisés au Monte Verita par René Berger, qui est alors directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne et qui est l'initiateur des galeries pilotes, hein, qui sont une préfiguration de Art Basel, par exemple. Donc, c'est un espace d'exposition d'œuvres, mais c'est aussi un espace de réflexion, un lieu de rencontre, de discussion entre protagonistes d'un champ qui s'est constitué quelques 15 ans auparavant. La dimension internationale du festival est revendiquée d'emblée. On regarde un médium qui abolit les contraintes de l'espace. Donc, il y a une volonté de fédération des vidéo-artistes sur un plan global. On pourrait renvoyer à d'autres types de manifestations, par exemple le CAIC, qui était actif depuis Buenos Aires sous la houlette de Jorge Glusberg. Donc, le format du festival, et ça sera la fin de mon introduction, presque, me paraît définitoire dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, le festival est le principal support de diffusion de la vidéo. Je vous donne quelques exemples. 79, 79, Ars Electronica à Linz, 80, Festival de Montbéliard en France, 82, San Sebastián Video Festival en Espagne, même année, Videonale à Bonn, 84 à Madrid, National Video Festival, 86 à Clermont-Ferrand, Vidéofan. Vous l'aurez compris, les festivals se multiplient dans les années 80 et ça devient le principal support de diffusion de la vidéo. Alors, je le dis en une seconde, ne vous en faites pas. À ce projet aussi adossé une série de publications. Donc, on va publier d'une part des textes liés à René Berger autour de la vidéo et d'autre part, on fera une histoire critique et pragmatique du Video Art Festival. Il y a un site. Voilà, et on a fait auparavant une exposition. On remercie d'ailleurs le centre Elisarion, musée cantonal et centre culturel de Minusio qui nous a accueillis. On avait fait une exposition présentant différentes pièces. Donc voilà, maintenant je passe la parole à Adina qui va nous décrire les enjeux de cette rencontre. Excusez-moi, par contre, je demande juste à Marco Maria de recouper son micro avant de prendre la parole. Je vais juste... Tac. Oui. Voilà, merci. Merci Marco, merci François. Voilà, effectivement, je vais dire quelques mots maintenant sur les enjeux de ce symposium qui nous réunit et sur l'articulation de ces deux journées. Donc, quelques mots concernant le déroulement de ce symposium. Il s'agit dans un premier temps de revenir sur l'expérience et les récits de celles et ceux qui ont animé et participé au Video Art Festival. Donc, dans quelques minutes, nous aurons le plaisir d'écouter Marco Maria Gazzano, qui a été commissaire du festival de 84 à 96. Marco reviendra sur les 20 ans d'activité du festival et les divers champs d'expérimentation artistique, technologique et intellectuelle qu'il a contribué à développer. L'une des thématiques transversales du festival concerne l'imitation anthropologique suscitée par l'émergence des nouvelles technologies de l'époque. C'est donc aussi à cet aspect humain, aux rencontres et aux collaborations qu'a permis le Video Art Festival qu'est dédié ce symposium. Ensuite, la table ronde de cet après-midi sera l'occasion de revenir tant sur la vision artistique et sur l'impact des technologies sur l'art et la culture que sur la communauté internationale qui s'est créée autour du Video Art Festival. Participeront à cette discussion Lorenzo Bionda, Robert Cahin, Marco Maria Gazzano, Barbara London et Biljana Tomic. Ensuite, l'enjeu de ce symposium est également de revenir sur des aspects précis du Video Art Festival, tant historiques que théoriques. Donc, tout à l'heure, notre collègue Maud Paulien, dont une partie de la thèse de doctorat est consacrée au Video Art Festival, discutera les intersections entre exposition de l'art vidéo, confrontation théorique, par rapport à la question du festival comme dispositif, qui a été mentionné par François, et en relation aux théorisations de la notion de médium qui se développe à cette époque.
Nous aurons aussi l'honneur d'entendre Barbara London revenir sur son expérience pionnière dans le champ de l'art vidéo et sur l'importance du médium pour les artistes, l'histoire des expositions et sur ses relations avec le Video Art Festival. Par ailleurs, nous avons aussi voulu tisser d'autres associations à partir de l'histoire du Video Art Festival. Ainsi, Martha Schwendener reviendra sur les liens et les échanges entre le philosophe Wilhelm Flusser et l'organisateur des colloques du Video Art Festival, René Berger, dont les pensées se sont mutuellement influencées au début des années 70. Enfin, un éclairage sur les questions de restauration, de mode d'existence des œuvres d'art vidéo et électronique historiques, aujourd'hui, sera offert par Anna Heuling, dont l'exposé permettra d'aborder des problématiques autant curatoriales que philosophiques concernant le matérialisme des médias, questions qui sont cruciales actuellement. Ensuite, quelques mots sur l'actualité des enjeux posés dans les colloques du Monte Verita dans le cadre du festival. Donc, le travail historique et archivistique sur le Video Art Festival fait ressortir de nombreuses problématiques que les colloques organisés par René Berger ont abordées de façon pionnière et qui réapparaissent depuis quelques années en regard des mutations provoquées par l'intelligence artificielle, les processus d'automatisation généralisée et l'artificialisation du monde en général. René Berger, organisateur de ces colloques, qui avait consacré sa vie, une grande partie de ces colloques aux réflexions sur ce qu'il nommait la technoculture, réflexion qui a tout d'abord questionné l'art vidéo, son exposition, pour se diriger progressivement vers les effets des nouveaux médias et de l'image électronique, pour ouvrir un questionnement plus fondamental sur les transformations des catégories traditionnelles de la pensée, telles que l'homme ou l'humain, la nature, la culture, la connaissance, réflexion donc, qui a porté sur la redéfinition de ces catégories en confrontation à l'essor des milieux technologiques. Donc, la tenue de ce symposium qui est entièrement sur Zoom est peut-être symptomatique de tels changements. Et nous pourrons dire que le Video Art Festival constitue aujourd'hui une boussole pour notre temps. Donc, je vais laisser, avant de laisser la parole à Marco Maria Gazzano, je vais le présenter. Donc, Marco Maria Gazzano est un théoricien du cinéma et des nouveaux médias et commissaire d'exposition. Il est diplômé en histoire contemporaine à l'Université de Turin, où il a rédigé une thèse sous la direction de Nicola Tranfaglia et Guido Aristarco. Il a obtenu en 1986 un doctorat en art performatif et électronique à l'Université Sapienza de Rome. De 1984 à 1996, comme j'ai déjà mentionné, il a été commissaire du Video Art Festival Locarno. Il a ensuite conçu des expositions, événements et conférences en Italie, à l'international, notamment autour des pionniers de l'art vidéo, Stena et Woody Vasulka et Namjoon Paik. De 1993 à 2006, il a été enseignant en théorie et histoire du cinéma à la faculté de lettres et de philosophie de l'université Urbino Carlo Bo. Il est actuellement professeur associé de cinéma, photographie et télévision à l'université Roma Tre, avec laquelle ce symposium est organisé. En 2012, il est devenu professeur honoraire au Duncan of Jordanstone College of Art and Design à l'université de Dundee en Écosse. Et il a publié récemment Cinema, il cinema sulle tracce del cinema, dal film alle arti elettroniche, Andata e ritorno, publié en 2012, ainsi qu'un recueil de ses essais et articles. Voilà, donc, sans plus attendre, Marco Maria, je te laisse la parole. Merci. Merci. Merci Adine. Merci à tout le monde et aux organisateurs de ce colloque. Vous m'entendez bien? Oui? Ça va. Vous m'entendez? Très bien, merci. Vraiment, merci à tout le monde pour cette organisation et ces colloques qui donnent un éclair sur une histoire vingtennale du Video Art Festival qui est nécessaire aujourd'hui pour la recherche scientifique. Mais vous savez, comme disait le metteur en scène Federico Fellini, un metteur en scène n'est pas toujours le meilleur interprète du cinéma dans la salle. Ce n'est pas toujours un spectateur adapté à la besoin. Et
moi, je me sens aujourd'hui un peu dans la même situation parce que j'étais vraiment beaucoup concerné, entraîné dans le Video Festival de Locarno depuis quand j'avais 28 ans, pendant 20 ans, et j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je suis en même temps un témoin et je n'ai jamais oublié mon travail d'historien des théories du cinéma et de l'art. Et comme ça, je regarde aussi le Video Festival en perspective, mais je trouve que je suis content que après moi, il y a des chercheurs qui donneront sur les thématiques du Video Festival des positions plus académiques, plus scientifiques, moins concernées à la conjoncture merveilleuse qu'on a passée avec des amis qui sont devenus vraiment des amis comme Robert Cahen, Biljana Tomic, Lorenzo Bianda, évidemment, mais aussi tous les artistes qui ont suivi cette grande aventure. Et le motif, c'est que disons, du fait que je ne suis pas, le fait que je ne suis pas un très bon regardeur de l'extérieur du Video Festival, c'est que depuis le 83, où je suis arrivé au festival comme débarqué comme sur la Lune, invité par Rinaldo Bianda et présenté de Vittorio Fagone, parce que Vittorio Fagone, c'était l'autre grand organisateur des premières années du Video Festival, qui a inventé le Video Festival avec René Berger, Rinaldo et Angela Churchill, de quelque sorte, à New York, à la New York University. Et c'était Vittorio qui m'avait parlé de cette initiative en Suisse en mai du 82, parce qu'à Turin, à l'Université de Turin, on avait réalisé en mai 82 les premiers colloques internationaux en Europe sur le rapport entre le cinéma et l'électronique. Ça a été vraiment le premier. Et on a des actes. Et là, dans ce colloque, j'avais proposé l'art vidéo, que c'était à l'aube de son histoire, comme une sorte de défi au langage cinématographique défini, structuré, mais aussi à la relation avec le public, à la relation avec l'art, les arts plastiques, la musique, la performance, l'happening. Et j'avais cité pour la première fois René Berger, qui en 82 avait publié un texte extraordinaire, encore aujourd'hui, pour l'UNESCO. C'était le défi de l'art vidéo à la création électronique. C'était un texte qu'il avait réalisé en 82, édité dans un petit bouquin avec Angela Churchill pour l'UNESCO. Et ce texte est fondamental encore aujourd'hui. Et c'était la première fois que j'ai cité René Berger, soulignant le fait que pour lui, pour Berger en 82, l'art vidéo, c'était un défi à la création électronique, donc à toutes les créations électroniques dans tous les médias, vidéo, cinéma, théâtre, happening, art contemporain, communication. Mais c'était aussi une sorte de regard encore plus raccourci par rapport à la connaissance de l'homme, à la connaissance humaine de l'homme. Et il parlait directement, pour examiner les œuvres d'art vidéo, qui c'était très peu à l'époque, de psychanalyse, c'est-à-dire il a écrit explicitement, je l'ai écrit sur cette revue du cinéma italien qui s'appelait Cinema Noir, une des plus importantes revues européennes, avec le cahier du cinéma. J'avais écrit que pour ce théoricienne suisse, l'art vidéo, c'était un défi, d'accord, aux médias, au système de communication, mais surtout un regard ultérieur sur l'intérieur de l'homme. Donc, il parlait explicitement de psychanalyse. L'image vidéo pour Berger, c'était une sorte de mise en forme, mise en image son, en image complexe de l'intérieur de l'homme, donc même de la psychanalyse. Ce n'était pas évident, même pas pour le cinéma. À l'époque, il n'y avait pas encore des grandes études sur le rapport cinéma, psychanalyse, spectateur, émotion.
c'était une nouveauté absolue sur le plan théorique. Alors, après ce colloque en 82, Vittorio Fragone m'a invité à Locarno et là, j'ai connu Rinaldo Bianda et depuis le 83, c'était la première fois que j'ai participé au Video Art Festival, qui ne s'appelait encore Video Art Festival en 83. J'ai suivi plusieurs rôles, membre du jury international du concours, organisateur général, responsable du bureau de presse, rapporteur au colloque de René Berger, critique, journaliste, conseiller et dans la dernière phase, directeur artistique du festival. Même avec Lorenzo Bianda, qui était un organisateur en même temps graphique, et on a cherché même l'argent donc on a même fait le fundraising parce que c'était une entreprise complexe. C'est-à-dire, donc plusieurs rôles et je connais trop intimamente ce festival pour trouver un regard éloigné, scientifiquement éloigné. Quand même, je vais essayer, mais j'essaye de donner quelques points de référence, quelques points de vue qui les rapporteurs qui me suivront chercheront de examiner plus en profondité. Premier point, le Video Festival qui était nommé qui est né en 80, à l'année 80, et dans les premières deux éditions, ne s'appelait pas encore Video Art Festival, mais comme c'est très bien décrit sur le site de l'ECAL et dans l'exposition que vous avez réalisée à l'Elisarium, les premières deux éditions en 80, c'était à l'intérieur de la galerie d'art de Rinaldo Bianda, de la famille Bianda, de Ines Bianda, de Lorenzo Bianda, de la famille qui était dans la ville de Locarno, à la galerie Flaviana, c'était une galerie d'art. Et cette galerie avait édité, parce que Rinaldo c'était un homme qui faisait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de passion, un véritable éclectique, anarchique, même dans le paysage des médias, très différent des galéristes, des éditeurs, des réalisateurs que je connaissais en Italie, beaucoup plus vivants. Et Rinaldo avait édité des livres qui étaient déjà des actes, pas des actes parce qu'il n'y avait pas eu des colloques, mais c'était des pré-actes, des pré-festivals, des désirs de quelque chose qui allait encore à venir. Avait appelé ces deux livres Cinegrafia, la ligne en mouvement, et le deuxième c'était La linea in movimento, Fotografia in movimento, Cinéma expérimental, art vidéo. Ça c'était en 1980. Et ce sont deux livres très importants, parce que pour moi, que j'étais un étudiant, un théoricien, un étudiant de théorie du cinéma, je venais de l'école de Guido Aristarco, c'était mon maître à Turin, j'étais le plus important historien de théorie du cinéma au monde à l'époque. Et c'était surprenant, évidemment, de trouver quelque chose qui nommait en même temps la photographie, l'art vidéo, l'électronique et le cinéma. Et le cinéma sans des problèmes disons de discipline, non? La chose importante, ce qui m'a vraiment surpris en 82, 83, quand je suis arrivé à Locarno, c'était la liberté théorique de Rinaldo, de Vittorio Fragone, de René Berger surtout, de se poser directement, explicitement hors les disciplines consolidées, hors les structures de la citadelle assiégée des
des disciplines et des médias, et se donner la liberté d'imaginer, d'utopiser, de chercher des nouveaux paysages, de nouveaux langages pour en parler de quelque chose qui n'existait pas. Parce que n'existait pas ce qu'on a dit, on a écrit sur le catalogue plus avant, même au VideoFest, c'est une culture émergente. Il n'y avait pas une culture émergente. La culture était encore vraiment beaucoup strictement structurée dans des disciplines, dans des milieux. Il y avait l'art contemporain, le cinéma, la télévision, la musique. Il n'y avait pas des liaisons ni technologiques ni expressives. Mais ces gens-là, en 80, avaient déjà décidé que l'art électronique pourrait être une sorte de détonateur de cette disciplinarité. Et ça m'a vraiment beaucoup frappé mon imagination. Alors, Rinaldo Bianda, je l'ai connu et j'ai connu en même temps René Berger. Rinaldo, c'était très curieux. Il avait une galerie, c'était un collectionneur d'art, c'était un éditeur et c'était très ouvert à la nouveauté. Et la galerie à Flaviana, c'était quelque chose qui avait exposé. Rinaldo était même très généreux, c'était un mécénat, donc il a sûrement aidé, même économiquement, les grands maîtres qu'il a exposés dans sa galerie, qui étaient tous à peu près à la fin de leur vie, mais c'était des hommes extraordinaires pour la culture européenne. À l'époque, déjà un peu oubliés de la culture. Après, aux années 90, on reprendra l'image de ces gens-là. Mais aux 80, c'était encore, on était dans le moment de l'éphémère télévisuel, de Reagan en Amérique. C'était un moment de grande richesse et de ce qu'on appelait en Italie l'hédonisme réganien. C'était beaucoup d'images, les télévisions privées, Berlusconi. C'était un changement épocal pour l'Europe qui avait oublié son moment de recherche, que c'était les années 70, de utopie après le 68, et était tombé dans un trou d'hédonisme, de richesse apparente et de disciplinarité. Ce que, alors par exemple, les artistes a exposé Rinaldo dans la Galerie Flaviana, ils sont les maîtres de la naissance de l'idée du Video Festival, sont Hans Arp, très grand artiste post-dadaïste, Lucio Fontana, maître du spatialisme, mais qui a été découvert beaucoup plus tard comme un maître aussi de la théorie des arts électroniques et de la vidéo électronique. Xanthi Chavinsky, c'était un homme extraordinaire suisse qui a travaillé avec Rinaldo Bianda, et Bianda a beaucoup soutenu le vieux Molinaghi, grand théoricien hongrois de l'art des années 60. Bon, celui qui avait pour le premier imaginé de concerner l'image, la photographie, le cinéma, l'architecture, la sculpture. Oskar Klemmer, ce sont tous des gens qui venaient du Bauhaus et qui étaient en fuite du nazisme, du moment naziste, et qui se sont réfugiés en Suisse et auquel Rinaldo Bianda a donné la galerie comme expression. Donc, il y avait même dans la poétique de Rinaldo un moment d'antifascisme, d'engagement politique très, très évident. Pas seulement politique, mais c'était un esprit de liberté, un esprit de désir de liberté. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. C'était vraiment le point de vue de l'aria, l'aria de Monte Verita, l'image de Monte Verita qui était très importante pour Rinaldo Bianda et pour sa poétique, qui lui a permis d'inventer le Video Festival, mais aussi de le financer et aussi de le connecter à ses maîtres
exposé aux années 70 dans sa galerie. Et l'aria, on pourrait la traduire aujourd'hui comme l'aura de Walter Benjamin, l'aura de Monteverita, c'est-à-dire l'auréole, la capacité de ce lieu perdu. À l'époque, c'était perdu, c'était pas restauré, personne n'en parlait, personne n'avait rien dit. C'est souvent Rinaldo Bianda qui parlait de Monteverita et a parlé de Monteverita Bianda ad Harold Zeeman, qui est devenu le curateur et le criticien qui a plus fait pour l'image de Monteverita et de son travail, mais aussi à parler de ça aussi à René Berger qui était... Oui. L'aria di Monteverita, c'était quelque chose qui vraiment, aux années 83, quand je suis arrivé à Locarno, Rinaldo, dans sa galerie, m'a expliqué longuement, et je ne connaissais pas, et il m'a expliqué que c'était un lieu de penseurs, philosophes, poètes, naturistes, théosophes, danseurs, artistes, féministes, auxquels, disons, du 1er 900 de l'époque du commencement du siècle, 20e siècle, 1910-1915, m'a parlé de ce type qui s'appelle Elisan von Kupfer, qui était le peintre lituain qui a inventé l'Elysarium. Il m'a parlé de tout ça avec une passion extraordinaire et il m'a dit il faut faire quelque chose pour ajouter à ce groupe d'artistes, de penseurs trans-religieux, trans-disciplinaires, aussi des cinéastes, des vidéoartistes, des artistes, etc. Et ça, c'était une belle défi et une très grande idée pour inventer le Video Festival. Mais je trouve que ça, c'est important parce que la pensée politique de Rinaldo Bianda était vraiment celle du Monteverita. Elle était une pensée anarchique, une pensée sans ligne, même très éclectique, et qui a produit des choses que aujourd'hui on est encore en train de comprendre. On a dit, vous avez dit, tout le monde a dit que le Video Festival était en festival d'art vidéo. Je pense qu'il a été aussi un festival d'art vidéo, je chercherai de l'expliquer, mais il a été beaucoup de choses en plus, beaucoup desquelles encore inconnues, pas comprises, et quelque chose de inédit en Europe sûrement, même par rapport à Monteverita, mais quelque chose d'inédit partout dans le monde parce qu'il est encore à comprendre, il est encore à réaliser. C'est pour ça que j'ai écrit dans le titre de cette conférence, de cette introduction, le laboratoire du Video Festival et 20 ans d'anticipation du 21e siècle. Parce que c'était un laboratoire, c'était un atelier, un club, une association comme l'AIVAC, l'Association internationale des arts dans la vidéo, la culture, mais c'était plus que tout ça. C'était un think tank, on dirait aujourd'hui. C'était un lieu de pensement, de pensée. Il était aussi un festival, mais pas seulement un festival. On a fait un festival d'art vidéo, mais on a fait, Rinaldo a exposé des vidéo-installations, celle de Montevideo, un centre d'art vidéo et de vidéosculpture de Amsterdam, partout dans la ville de Locarno. Elle a inventé avec une force même institutionnelle remarquable, à utiliser l'entière petite ville de Locarno comme lieu d'exposition des installations vidéo de Montevideo. Donc, ville ouverte est devenue, pas un festival, un lieu d'exposition ouverte de vidéo-installations électriques allumées
etc. Du Castello Visconti, il y a un petit château de la famille Visconti à Locarno, jusqu'à la Grande Place, lieu du Festival du film, mais c'était vraiment quelque chose d'inouï. Seulement 20 ans plus tard, à Montbéliard, dans une autre petite ville française, le centre de création vidéo de Montbéliard-Belfort en France ont utilisé la ville de Montbéliard comme lieu physique d'exposition des installations vidéo. Mais il y avait 100 fois plus d'argent pour faire ça. Et l'argent venait directement de l'État français. Pour Locarno, pour Rinaldo Biada, c'était chaque jour une invention, même de l'argent pour financer tout ça. Il y avait une banque, mais il ne donnait pas beaucoup de choses. Et donc, un think tank, parce que j'expliquerai plus tard, le festival qu'on a dirigé, moi je fais partie de la direction même du concours international, Robert Cahen l'a dirigé. Mais le festival, c'était un lieu où, d'une part, on recevait les images des artistes de partout dans le monde. Il n'y avait pas ni Internet ni d'autres systèmes, donc on recevait directement les cassettes vidéo VHS ou Matic de partout dans le monde, de la Chine jusqu'à l'Amérique. Mais, ah oui, merci, moi je suis là. Mais c'était pas un festival, seulement un festival, parce qu'on recevait entre 400 et 500 bandes chaque année, mais la sélection, on le dirait plus tard avec Robert Cahen et Lorenzo Bianda, la sélection qu'on faisait sur ces 400 bandes, c'était une sélection liée à la capacité de ces bandes vidéo d'artistes d'être innovatives, de proposer quelques liaisons entre langage artistique renouvelé par rapport à l'année précédente et donc au paysage culturel du moment, même pour la vidéo. On avait accepté, on avait décidé ensemble et on a été un peu révolutionnaire à ce point de vue, de n'accepter pas des œuvres comme le fait tout le monde, même aujourd'hui dans les festivals. On n'acceptait pas des œuvres au service des expositions. Pour nous, ce n'était pas ça le problème. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent pour les expositions, pour les prix, pour avoir de l'argent et ils font des choses qui se reconnaissent. Nous, on faisait au contraire en sélection des expositions, on avait imaginé le festival de Locarno comme une exposition au service des œuvres. On n'acceptait pas des œuvres au service d'une exposition, mais on imaginait un festival au service des œuvres. Au service de quoi? De la nouveauté dans le langage, dans la nouveauté de la proposition, dans la nouveauté de l'exploration de langage, de l'entrelacement de langage artistique que l'œuvre proposait. Pas donc les œuvres au service, pas l'exposition au service des œuvres, comme on le fait aujourd'hui au XXIe siècle, mais au contraire les œuvres au service de la nouveauté. Ça, c'est un critère très important. Pour ça, on ne peut pas dire que le Video Art Festival était seulement un Video Art Festival. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, un laboratoire est un moment un think tank, un lieu d'élaboration de la pensée nouvelle. Et un élément qu'il faut encore, disons, examiner, c'est que, en effet, pour moi, il a été un très grand honneur d'être là-bas pendant toutes ces années. On a connu des artistes extraordinaires, Nanjum Paik, Laurie Henderson, Woody Steiner-Bazooka, Robert Cahen, les artistes italiens del Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti di Ferrara, que je connaissais déjà, les artistes suisses, mais on était, il y avait des penseurs, les amis de René Berger, non? Est arrivé à Locarno à un certain moment Edgar Morin, Harold Zeman, Barbara London, qui c'était un mythe pour nous parce qu'elle était la première femme au monde qui avait ouvert le film
department du musée d'art moderne de New York à la vidéo de création, donc en 82. C'était la femme qui avait déclaré que l'art vidéo des artistes, l'image créative des artistes était une œuvre d'art, mais aussi elle avait disons, déplacé ce genre d'œuvre d'art vidéo des artistes de la domaine de l'art contemporain où elle était là, et l'avait apporté à la domaine du cinéma. Ça, c'est très important sur le plan politique. Non? MoMA avait un film and video department, et donc c'était une invention de Barbara London qui avait connecté. Aujourd'hui encore, c'est curieux, encore aujourd'hui, c'est-à-dire en 2081, 11, c'est encore difficile à comprendre. Il y a des académiciens qui parlent, qui n'acceptent pas que l'art vidéo soit en même temps cinéma, art plastique, théâtre, performance, etc. En 82, Barbara London avait déjà accepté cette idée de relation entre les médias. Donc, on avait l'honneur de, par exemple, est arrivé à discuter avec Hervé Berger à Locarno, Edgar Morin. Edgar Morin, pour moi, c'était un mythe parce que j'avais étudié ses livres des années 50 sur le cinéma, l'homme imaginaire. Et l'avoir directement à parler avec moi de cinéma, vidéo, électronique, mais j'ai même compris que pour le moment, à ce moment-là, Edgar Morin était conservé à d'autres horizons. Il ne s'occupait plus de cinéma, télévision et vidéo, il s'occupait de la globalisation, de la transculturalité, du destin de l'Europe. C'était une chose. Mais l'élément innovatif de ce genre de discussion, je peux le dire aujourd'hui avec l'espace de temps qui est passé, c'était le fait de mettre au même plan, dans la discussion même internationale, des jeunes gens, comme j'étais moi, que j'avais 28, 29, 30 ans. J'ai tenu mes conférences au colloque international de Berger, que j'avais 29, 30 ans. Et j'étais très jeune. Et Lorenzo Bianda même, on était très jeunes. Et on avait moins de 30 ans, on avait 30 ans. Et on était dans le colloque à parler au même temps avec Berger, avec Morin, avec les physiques du Polytechnique de Milan, avec Jacques Monnier-Rabal, qui était enseignant à l'école. C'était avec Enrico Fulchignone, qui était un vieil homme qui a été très important dans la culture italienne du fascisme et après le fascisme pour l'histoire de la télévision comme fait culturel, comme objet culturel. Alors, ça, c'est très rare et c'est très intéressant parce que avoir accepté au même niveau de propositions culturelles dans un colloque international des très jeunes gens qui étaient bien entendu acceptés du groupe dirigeant et des savants, des très grands savants de toutes parts du monde, est quelque chose que même aujourd'hui est étonnante. Même aujourd'hui, on est une recette, un modèle qu'aujourd'hui les think tanks européennes, américaines cherchent de proposer, de mélanger des jeunes gens et des savants confirmés. C'est quelque chose d'innovatif. Et c'était ça la levure du Video Festival d'un point de vue des colloques internationaux. C'est pour ça que je me suis permis de changer le sous-titre des catalogues qu'on avait donnés et que Rinaldo Bianda avait imaginé pour le Video Festival, Forum des nouvelles images et de la culture émergente. C'est juste, mais aujourd'hui, je dirais mieux, plus précisément, anticipation du XXIe siècle entre exploration d'images nouvelles et de pensée émergente.
pas des nouvelles images, parce que les nouvelles images se lient trop à la technologie. Ce n'était pas seulement ça le problème, c'était l'idée d'images qui représentaient des formes de pensée nouvelles. Et donc, images nouvelles, même pas technologiques, ou bien technologiques au maximum niveau, et de pensées émergentes, parce qu'on a élaboré des pensées émergentes. On n'a pas élaboré une culture, on a élaboré une série de pensées sur l'écologie, sur l'humanisme, sur l'internationalisation, sur la mondialisation, sur le rapport entre les réseaux. On a exploré le World Wide Web en 92. Elle avait même, n'était pas, il venait le web venait de Genève et on n'avait même pas l'idée de ce que ça aurait pu être. Et René Berger nous a obligés de l'expérimenter à l'hôtel Monte Verita. On est allé avec Lorenzo Bianda chercher d'imaginer comment ce serait possible avec la ligne de téléphone de l'hôtel de nous connecter à la Cappella Sistina ou au Centre Pompidou ou à Genève. On n'avait aucune idée de la possibilité de faire ça. Mais on a fait ça. Et donc, on a cherché d'élaborer des pensées nouvelles et de réfléchir sur des images nouvelles. Nouvelles comme images conceptées. Disons, comme des images nouvelles parce qu'elles étaient imaginées d'une façon non seulement technologique, mais interdisciplinaire, intermédiale, même physique, par exemple. On a invité Laurie Henderson, il a réalisé un concert au Grand Hôtel de Locarno. Et ce concert était très physique, très sensuel, pas seulement technologique. Il y avait aussi en lien avec le micro, Laurie Henderson transformé avec des systèmes MIDI, la voix d'une certaine façon. Et c'était l'idée de ce genre d'image nouvelle qu'on avait l'idée de présenter à Locarno. Il y a quelque chose de absolument nouveau parce que ce n'était pas seulement vidéo ou sur le réseau, mais c'était quelque chose de intermédiaire entre le corps physique, la personnalité de l'acteur, la reprise, le point de vue vidéo, l'électronique et les formes de diffusion. Et puis j'ai connu René Berger, l'autre grand inventeur de vidéo-festival de Locarno. C'était un théoricien qui a en effet en 82 avait déjà écrit un texte très important sur l'art vidéo qui s'appelait exactement l'art vidéo ou le défi de la création électronique. L'art vidéo pour René, c'était le défi. C'était pas un objet seulement, c'était pas seulement quelque chose de lié à la contemporaine, c'était même pas seulement quelque chose de lié au cinéma ou à l'histoire de la photographie, du cinéma, du film, etc. C'était un défi, mais un défi culturel, un défi linguistique, un défi d'interprétation, un défi, donc un défi à toutes les formes, les modèles précédents de langage analogique, mais quelque chose qui ouvrait des possibilités d'expérimentation du nouveau et même d'un rapport nouveau avec l'âme de la figure humaine, l'âme du personnage. C'est quelque chose qui n'était pas seulement de la télévision des paysages, mais quelque chose qui était de la télévision dirigée vers l'intérieur de soi-même, quelque chose qui a à voir avec la psychanalyse. Il avait déjà parlé de ça en 1976. René Berger avait écrit un texte que personne n'a lu et que personne n'a compris, qui s'appelle Téléfiction, alerte à la télévision, et a été traduit en italien d'une petite maison d'édition catholique. Personne ne l'a lu, mais c'est un texte très important parce qu'il parle de la télévision et dans l'acronyme, il parle de
l'explosion atomique, non, la fission atomique. Donc, il mit en relation la télévision avec la force d'éclat d'une bombe atomique pour dire alerte, attention, il faut interpréter la télévision, pas seulement la subir. Ça, c'était en 1976. Seulement 10 ans plus tard, il imaginait avec Lorenzo Ghianda le Video Art Festival. Et 10 ans plus tard, il a imaginé l'art vidéo, cioè la vidéo non télévisuelle, inventée des artistes de toutes parts du monde, comme le défi, oui, certamente, soit à la télévision broadcast, à la télévision institutionnelle, soit aux formes d'art consolidées et schématisées. Et évidemment, ce qui m'a impressionné, c'est que même René Berger a accepté d'avoir un jeune de moins de 30 ans qui parlait dans son colloque. Ma première relation au colloque de Berger est du 83, c'est incroyable. J'avais 29 ans et j'ai présenté le texte qui s'appelle « Moyenne de production ». Art électronique et nouveaux moyens de production. C'est la relation au Festival de Locarno de 83 que j'ai imaginé pour le Video Festival de Locarno. Et c'était ça a intéressé René parce que c'était un modèle de la production des biens, même de l'audiovisuel, même de Baudrillard avait parlé de la production symbolique des œuvres, l'œuvre comme merch, comme marché, etc. Alors, l'idée, c'était que la progression, on n'était pas encore dans un monde électronique, mais l'idée que j'ai soutenue, c'était que la progression économique vers l'électronique aurait détruit le modèle de production des biens tayloriques, celle de la chaîne de montage, celle de la division, de la séparation des travaux, et aurait valorisé un modèle de production que j'avais appris en Italie dans l'expérience industrielle de la ville de Turin, à isoler comme des îles de création, avec plusieurs compétences professionnelles qui se concernaient en même temps dans un petit groupe pour produire des objets nouveaux. Et ces modèles de production qui détruisaient la chaîne de montage étaient un modèle même urbain. René Berger avait écrit un texte qui s'appelait La ville, l'image, la communication en mouvement. Non, et c'était donc sensible à ce thème. Et le modèle de production électronique, ou futurement électronique, c'était un modèle de petite île de gens qui avaient des compétences différentes, c'est-à-dire l'artiste, le philosophe, l'informatique, le technicien, le mécanique, qui discutaient ensemble et imaginaient un prototype de quelque chose de nouveau. Et ça, c'était un modèle que j'ai explicitement, dans cette relation, déclaré, beaucoup plus proche de l'artisanat créatif du Moyen-Âge ou de la Renaissance italienne, plutôt qu'à la chaîne de montage américaine, de l'américanisme de Taylor, qui même Antonio Gramsci avait contesté. C'est-à-dire une nouvelle phase de la modernité. Une nouvelle phase, toujours du capitalisme, évidemment, toujours de la modernité, mais une phase ultérieure. Et il faut dire que c'était même l'époque où commençait le débat entre philosophes sur la question du postmodernisme, qui Jean-François Lyotard avait déclaré en
75, 77. Et donc la fin des grandes idéologies, la fin des grands modèles de production et la recherche de quelque chose de différent. Moi, je me suis aperçu que le Video Art Festival, comme était conçu de Berger et de Bianda, c'était quelque chose de très proche dans le laboratoire artisan, dans le laboratoire de création de la Renaissance italienne. Il y avait un très grand tas d'innovations possibles, un très grand enthousiasme, une très grande interdisciplinarité, un rapport, comme je dis, entre vieux penseurs, savants, confirmés et jeunes gens en train d'imaginer de nouvelles théories, comme j'étais au moment, et un grand respect réciproque entre vieux et jeunes. La parité, c'était quelque chose de très important pour nous, mais c'était important même pour Berger. Le fait que je pouvais parler à la table avec Edgar Morin, Harold Zeman, René Berger, c'était incroyable, non? C'était inouïable. Et tout ça, c'était quelque chose qui était plus proche, comment on peut dire, dans un studio, d'un atelier d'artistes ou de plusieurs artistes que d'un vrai festival, d'une organisation scientifique. On était toujours dans un laboratoire d'idées, toujours dans un laboratoire de formes, toujours même dans un laboratoire de recherche d'argent, toujours dans un laboratoire de graphique nouvelle. Et on n'avait même pas des mots, c'est-à-dire la parole, le mot vidéo, art vidéo. C'était très discuté. C'était pas des artistes, était discuté partout dans le monde. Il y avait à Locarno est venu Fabrizio Plessi de Ferrara à nous dire, déclarer, ne m'appelez jamais plus vidéo artiste parce que je suis un artiste. Est-ce que vous déclarez Michelangelo marmo artiste, c'est-à-dire vous liez le marbre, la matière qui traite Michelangelo comme dispositif à son être artiste? Non, c'est pas, ne dites pas de Michelangelo, c'est un marbre artiste. Donc, vous ne pouvez pas dire des artistes que sont des vidéo-artistes. Sont des artistes qui travaillent avec plusieurs technologies, même aussi la vidéo. Et ils font des travaux de liaison entre photographie, comme le fait Robert Cahen, ou sculpture, comme le fait Fabrizio Plessi, images électroniques complètement nouvelles, comme le fait Nanjun Paik ou Woody Mazurka. Quelque chose de complètement différent. Donc des artistes. Même ça, Lorenzo Bianda, qui a dessiné le logo du Video Art Festival, a eu une idée très, très émouvante parce que Video Art est écrit comme une seule ligne avec la traversée de la comment se dice, de la disturbation de l'onde électromagnétique longue la ligne, c'est-à-dire, non? Et ça, c'était exactement ce que le Video Festival a cherché de faire. Pas d'identifier des œuvres singulières, mais d'identifier, indiquer un champ élargi de recherche à l'intérieur duquel le cinéma, la photographie, les arts plastiques, la communication médiale et même les théories sur l'homme qui change, le cyberspace, la technologie qui deviennent hypermédiales. On n'avait pas encore le virtuel. Le virtuel, René Berger nous a expliqué avec Pierre Lévy, qui était des philosophes qu'il avait appelé à Locarno, qui a été le théoricien de la technoculture et du cyberspace. Pierre Lévy nous a dit des choses extraordinaires sur le rapport entre la philosophie médiévale, par exemple l'idée des anges, l'idée que nous donnait aux anges, soit dans la culture catholique, que dans la culture hébraïque, que dans la culture islamique,
non? Les anges étaient des intermédiaires entre le divin et l'humain. Et depuis le Moyen Âge, nous a expliqué Pierre Lévy, les attributions que les hommes, les philosophes donnaient aux anges sont devenues, à la fin du XXe siècle, les mêmes données que le web et le cyberspace ont pu réaliser pour les hommes humains. C'est-à-dire, avec le web, on est presque des anges. On est ubiquique, on peut regarder très loin, on peut regarder très proche, on peut regarder dedans nous, on peut être connecté à plusieurs cultures, on peut être intermédiaire comme les anges ou comme les mythes grecs. Alors ça c'était des choses qu'on n'avait jamais écoutées dans aucun colloque du monde. C'était des choses absolument extraordinaires. Comme des autres choses, par exemple, il y a un musicien, Michel Chion, qui a beaucoup travaillé avec Robert Cahen, venait de l'école de Pierre Schaeffer, qui n'a jamais écrit un texte sur le rapport entre musique et vidéo, art électronique. Parce que pour Michel, il était trop intime avec Robert, avec les artistes vidéo. Il ne voulait pas écrire, ne dire rien sur. Il parlait du rapport entre paroles, les mots, le cinéma, la photographie, mais rien du tout sur la vidéo. Que c'était son travail depuis au moins 20 ans. Eh bien, on l'a obligé à se confronter avec le thème de la musique et de la vidéo, et il nous a écrit une relation très importante, mais seulement pour Locarno. Tout le monde lui avait, en France, en Italie, on lui avait demandé d'écrire quelque chose sur la vidéo et la musique. Michel Chion l'a écrit seulement pour une partie des colloques du Video Festival que j'avais nommé Observatoire, parce que j'avais expliqué à René Berger que le colloque à la fin des années, on était déjà à la fin des années 90, il était en train de se déplacer toujours, de prendre le vol et se déplacer sur l'ingénierie, sur l'intelligence artificielle, les robots, la technoculture, le changement de l'homme, etc. L'écologie, très bien, mais j'avais besoin de retourner un peu sur la Terre. Et alors, j'ai demandé à Berger de me nommer directeur des observatoires. Et j'ai parlé comme des philosophes, des musiciens, des artistes, et je lui demandais des interventions théoriques, mais plus liées aux questions esthétiques de la vidéo, de l'intermédiarité, de la relation avec les arts, etc. Une des premières questions qu'on s'est posées au Video Festival en 82-83, je fais un retour en arrière, c'était la question qui alors était d'actualité, parce que personne n'avait encore affronté. C'était la question, qu'est-ce que c'est la vidéo? Qu'est-ce qu'est la vidéo? Et ça a été une enquête vidéo réalisée de Biljana Tomic, une historienne de l'art, élève de Giulio Carlo Argan à l'Université de Rome aux années 50, une très grande historienne d'art, critique d'art, qui avait inventé en plein socialisme yougoslave à Belgrado en études publiques d'étudiants sur les arts électroniques. C'était quelque chose d'extraordinaire, le Studenski Kulturni Center. Ça a été une expérience très importante au niveau mondial qui a produit aussi des artistes qu'on a présentés et primés à Locarno. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était un lieu public socialiste qui s'occupait de quelque chose d'inouï pour le monde socialiste, mais aussi pour le monde occidental américanisé. Un peu comme le Video Art Centro di Palazzo dei Diamanti à Ferrara, c'est un lieu très petit,
mais public et qui produisait des choses que a Ferrara n'intéressait personne, même le maire, mais qu'à New York était connu. No? Lola Bonora et Biljana Tomic ont été invités à New York University de Angela Churchill pour faire des conférences, mais dans leur pays, ils n'étaient pas vraiment connus ou appréciés. Et à Biljana Tomic, qui a eu cette idée extraordinaire en 1983, est venue l'idée d'utiliser les vidéocaméras de Lorenzo Bianda et d'interviewer les artistes présents et lui demander qu'est-ce que la vidéo art, qu'est-ce que c'est la vidéo art. Et tout le monde tous les hôtes de Locarno ont accepté cette enquête. Mais ce qui m'a surpris beaucoup, c'est la réponse de Nanjum Paik, qui était présent plusieurs fois au Video Festival, qui lui a dit à Biljana, a ouvert la bouche et a dit il n'a pas organisé la réponse. Et c'était la réponse exacte. C'était ça l'art vidéo à l'époque. Et c'est encore aujourd'hui comme ça. Et quelque chose de non démontrable, non, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la définir. Non? Et quelque chose de non défini, de très important encore à connaître. Et donc, Pike lui répond, Liliane lui demande qu'est-ce qu'est la vidéo, et lui fait ah. Et c'est très important parce que c'est exactement la réponse qu'on cherchait à Locarno avec le Video Festival. Et je vais conclure avec une autre suggestion. On a dit que Berger imaginait l'art vidéo comme le détonateur d'une modernité rigide, d'une modernité sectorielle, mais une ouverture à une modernité transculturelle, intermédiale, internationale, transdisciplinaire, tout ce qui rentrera dans l'idée finale, finale, c'est-à-dire pour sa vie, de la recherche théorique de Berger, que c'est le primitif du futur, le transhumanisme, la technoculture, etc. Mais pour Rinaldo Bianda, au contraire, l'art vidéo, c'était l'espace anarchique, fluide de la recherche artistique et humaine contemporaine. C'était ces deux déclics différents qui se contraposaient. Même le rapport complexe avec Gianni Totti, qui est un poète italien, poète, écrivain, ont été très, très vivants, les débats à l'époque, mais aussi avec des hommes du théâtre comme Carlo Quartucci, Carla Tato, Julian Beck, Judith Malina. On a vraiment construit un laboratoire pluridisciplinaire, le théâtre du Living Theater, le théâtre de Carlo Quartucci, le théâtre de Laurie Anderson et de Peter Gabriel, avec des images très fortes. Mais tout ça a été aussi souligné d'une autre initiative du Video Festival, de laquelle on ne parle pas beaucoup, qui c'est le laser d'or. Le laser d'or, c'est quelque chose d'inouï en même temps et extraordinaire. C'est une idée de Rinaldo Bianda, une idée que Rinaldo a proposée à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe, les deux grandes institutions qui étaient amies du Video Festival, donc à des institutions européennes importantes et mondiales importantes. À l'intérieur de l'UNESCO, il y avait à l'UNESCO de Paris, il y avait c'était une partie de l'institution, le Conseil international du cinéma et de la télévision. C'était un groupe de travail
qui a été imaginé de Enrico Fulchignoni et puis dirigé par Madeleine Gauveil et qui a été invité à Locarno plusieurs fois. À l'intérieur du Conseil international du cinéma et de la télévision, qui était un lieu de rencontre de théoriciens sur la télévision de l'époque, Rinaldo Bianda et René Berger ont inventé l'AIVAC, l'Association internationale de la vidéo pour les arts et la culture, que c'était l'institution de référence du Video Art Festival. Et c'est à l'AIVAC que Rinaldo Bianda a proposé d'instituer un prix qui n'existait pas au monde, un prix aux artistes et aux institutions, ça c'est très important, et aux théoriciennes, donc artistes, institutions, théoriciennes, qui avaient un rôle de, pas de présence institutionnelle, d'exploration, d'innovation radicale, de recherche de l'innovation radicale dans le camp, le grand camp des arts électroniques, pas seulement de la vidéo, de l'art, de la musique, etc. Même de la communication de masse. Alors n'existait pas la communication individuelle. Et a, avec son visionarité, nommé ce prix laser comme l'acronyme de lumière concentrée, que signifie laser d'or. Il y avait à Locarno le Pardo d'oro au Festival du Film, a Venezia c'era il Leone d'oro, à Cannes c'era la Palma d'oro, et dans ce jeu de symbolisme postmoderniste, Rinaldo Bianda a inventé le laser d'or. Et si on regarde la liste des gens qui ont été primés avec cet reconnaissement, que je répète, ce n'était pas pour les meilleurs ou pour les plus importants, quelqu'un qui avait quelque chose pour être primé, mais c'était pour les artistes, les institutions et les théoriciennes vraiment radicalement innovatifs sur le plan de la théorie possible, pas de la théorie qui existait. Donc, ce n'était pas vraiment un prix, c'était un jeu qui nous obligeait à nous interroger sur pourquoi on avait primé ce titre plutôt que l'autre. Alors, par exemple, du 83, de 82, l'année de l'institution, on a primé comme artiste Nam June Paik, Laurie Anderson, mais aussi Francis Ford Coppola, un cinéaste, mais qui était ouvert à l'électronique. Jean-Luc Godard, autre cinéaste historique qui était ouvert à la vidéo et à la recherche électronique. Kazushiro Yamaguchi, un japonais vidéoartiste, mais aussi Kon Nakajima, Gianni Toti, Bill Viola, Robert Crane, Carl Sims. On a donc pas beaucoup d'artistes, mais tous concernés à une idée de recherche, d'expérimentation, de nouveaux rapports entre les langages, pas seulement avec l'électronique. Et puis, surtout en 1984, Michelangelo Antonioni, qui était un autre cinéaste qui avait travaillé en électronique, qui avait expliqué aux cinéastes l'importance de l'électronique comme sorte d'extension de langage cinématographique. D'un point de vue des institutions, ont été primées la première émission télévisuelle publique en Europe et au monde sur l'art vidéo, vidéographie de la télévision belge RTBF de Liège. On a primé le Centro Video Arte Palazzo dei Diamanti di Ferrara, que c'était inconnu au monde, même que très connu à New York et à Locarno. On a primé la RAI, Radio-Télévision Italiana, le Centre de Recherche et Expérimentation, parce que la RAI avait produit les œuvres de Gianni Toti, de Carlo Quartucci, et
ne savaient même pas de les produites. On a primé le Centre for Advanced Visual Studies de Cambridge en Amérique, Montevideo ad Amsterdam, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, le Centre d'Art Moderne Pompidou à Paris, Madeleine Gobeil et l'UNESCO pour l'Europe, Ars Electronica à Linz, le Centre de création vidéo de Montbéliard-Belfort. Et on a donné un laser d'or aussi au World Wide Web de Ginevra, c'est-à-dire le réseau, pas le centre qui l'a produit, pas les gens qui l'ont inventé, mais on a donné le laser d'or au réseau, au World Wide Web de Genève, parce que c'était l'innovation absolue à la fin des années 90. Les théoriciennes qui ont reçu le laser d'or sont évidemment la première aussi le MoMA, le Modern Art of New York, mais ont pris le laser d'or Angela Churchill, Rinaldo Bianda, Enrico Fulchignoni, René Berger, Wolfer Sogenerat, Vittorio Fagone, la revue Leonardo dell'UNESCO, Ars Electronica Linz, Vittorio Fagone, etc. Alors, ça c'est très intéressant parce que d'une part, le laser d'or est une légitimation institutionnelle des artistes et des centres de production d'art vidéo, mais c'est aussi un prix à la visionarité, à l'utopie, à la recherche d'un futur qui n'existe pas, que ce genre d'artistes et ce genre de centre étaient en train de réaliser. Et ça nous a apporté à la dernière question que Berger nous a posée. On avait déjà presque 20 ans d'expérience au Video Festival, on était au commencement des années 2000. Et là, Berger est arrivé avec une autre question, que c'était celle sur qu'est-ce que sont les festivals. Ça, c'était la dernière question que nous a posée à la fin de ce parcours. Il nous a dit, on a commencé en nous demandant qu'est-ce que c'est la vidéo. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il faut nous demander qu'est-ce que sont les festivals, où sont arrivés, ils sont totalement commercialisés, a encore un sens de faire un festival comme celui-là, même s'il n'est pas vraiment un festival, mais c'est comme je dis, un think-tank en lieu de pensée, d'expérimentation d'une culture nouvelle. Et pour ça, et après la question qu'est-ce que sont les festivals, il nous a demandé, et c'était une question totalement inouïe, on n'imaginait pas, qu'est-ce que c'est l'université? Ça, c'est même la dernière partie du travail de René Berger, la dernière provocation. Qu'est-ce que c'est l'université? Et il nous a récupéré le mot ancien universitaritas, du latin, pour nous dire que l'université, ce n'est pas ce qui est un lieu où on produit des professionnels, mais c'est un lieu de recherche d'un nouvel esprit, d'un nouvel rapport entre les personnes, d'un nouvel rapport entre les cultures, entre les religions. C'est un lieu universel de changement, d'entrelacement de théories, cultures, images, sons, pensées, et un lieu d'élaboration d'images et de cultures nouvelles. Quelque chose de, évidemment, trop utopique pour être vraiment réalisé, comme a été ont été toutes les propositions du Video Art Festival pendant 20 ans. Et je suis vraiment très content et orgueilleux d'avoir participé à ce lieu de pensée parce que m'a beaucoup formé et a changé évidemment mon idée du vidéo, mais même de la télévision, même du cinéma, même de la littérature. Et je pense qu'elle a changé à beaucoup d'autres personnes. Par exemple, à nos élèves qui ont été tous toujours invités au Video Festival. Moi, j'ai invité au Video Festival les élèves de l'EGC de Turin. Puis, quand je suis arrivé à Rome, ceux de Rome, on avait les étudiants de Lausanne, de l'ECAL. On avait des gens qui venaient un peu partout parce que les jeunes, même les étudiants, étaient très bien accueillis à Locarno. C'était un lieu où la participation interhumaine était très, très évaluée et pas seulement celle de technologie.
voilà, merci quand même d'avoir réalisé ce colloque que je trouve très, très significatif et important. Merci beaucoup, Marco Maria, pour cette magnifique présentation, vraiment riche et qui, je trouve, a vraiment restitué aussi l'esprit d'innovation, la liberté et la vitalité du Vidéo Art Festival. Et puis en plus, qui se termine avec une transition parfaite pour la présentation de Maud qui va porter justement sur ces questions de définition du festival et d'autres dispositifs. Mais dans l'intervalle, on a 10 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des réactions, des questions, des commentaires qui de toute façon pourront être pris pendant les discussions collectives. Mais là, on a 10 minutes avant de passer la parole à Maud. François, si tu veux peut-être déjà réagir, toi, je ne sais pas. Peut-être qu'on ouvre tout simplement une Ouvrir question le micro. publique, quoi. Donc, peut-être, je ne sais pas si ça fonctionne, mais peut-être le plus simple, c'est d'ouvrir la discussion au public. Mais sinon, évidemment, je ferai un commentaire qui pourrait prolonger les propos fort éclairants tenus par Marco Maria Gazzano, qu'on remercie évidemment pour la richesse et l'ouverture de sa présentation. Donc, si quelqu'un dans le public veut intervenir. Justement, est-ce que Adina, tu pourrais juste rappeler comment intervenir, lever la main ou envoyer des questions par Q&A? Voilà, en effet. Donc, il y a l'option de poser des questions dans la boîte en bas de l'écran qui s'appelle Q&A. Il est aussi possible d'appuyer sur un bouton, alors chez moi c'est Raise Hand pour lever la main, demander le tour de parole. Et puis, on répondra en live à l'oral à ces questions, s'il y en a. Il n'y en a pas, mais sinon, moi, je voulais revenir sur un point qui me paraissait très intéressant, qui pourrait peut-être être encore développé plus avant. Puis peut-être qu'on fera aussi 3 minutes de pause avant l'intervention de Maud. C'est toujours bienvenu, hein, si vous êtes fumeur, par exemple. Donc, les gens ne sont plus fumeurs aujourd'hui. Bon, une des questions qui m'intéressait beaucoup, c'était l'idée qu'il ne s'agissait pas de présenter des œuvres. Enfin, si, on présente bien des œuvres, mais ce n'était pas suffisant. L'idée, c'était que le festival devient un champ élargi. Alors évidemment, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, par exemple, en histoire de l'art. Hein, l'idée d'une sculpture élargie, l'idée d'une photographie élargie. Ben, alors ici, c'est l'idée voilà, que l'espace virtuel de la vidéo devient un espace aussi physique, tangible. Et ça renvoie à cette idée qui, moi, m'intéresse beaucoup, que la ville, enfin la petite ville de Locarno, peut devenir un lieu d'exposition. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire venir des gens à l'exposition, mais c'est l'espace physique lui-même de la localité de Locarno qui devient un espace in situ dans lequel on peut intervenir, qu'on peut modifier, qu'on peut habiter, qu'on peut virtualiser et transformer par le biais d'installations et d'images en mouvement. Donc, je trouvais ça très, très pertinent, je dirais, comme approche, hein, qui permet aussi de relier des choses très physiques à des choses beaucoup plus théoriques, hein, parce que la virtualité, Dieu sait si aujourd'hui, c'est un objet aussi qui est discuté. Hein. On pourrait dire virtualité, on pourrait dire liquidité aussi. Hein. Enfin bref, je ne sais pas si Marco Maria, tu veux rebondir là-dessus, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire là autour. Oui, non, je trouve une suggestion importante. Il faut dire que à Locarno, il y avait depuis 1948 le Festival international du film. Non? Donc, c'était un lieu qui était important en Europe avant Cannes et après Venise comme lieu d'exposition de films. Et les rapports au pluriel entre le Festival du film et cette chose qui faisait finalement appeler Video Art Festival n'ont jamais marché. Il y avait une totale incompréhension réciproque. Pour bien, le Festival du film était trop disciplinaire, trop lié au commerce, au marché, même si le Festival du film c'était très lié à l'avant-garde, etc. C'était trop filmique.
Et pour les autres, Bianda était complètement fou. C'était exactement ça le point de vue de relation entre eux. C'était pas une nouveauté parce que même pour la communauté du premier 900 de Monteverita, les gens du Locarno, de Ascona, des petites villes en bas de Monteverita, de la colline Monteverita, pensaient que les gens qui étaient en haut étaient complètement fous. Lorenzo m'a montré des extraits des journaux de l'époque du premier 900 où on dit qu'ils sont vraiment des fous, ils sont tous nus, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas, etc. Donc il y avait cette double interdiction réciproque, che ce n'était pas une nouveauté, parce que par exemple à Ferrara, al centro video arte di Palazzo Diamanti di Ferrara, les gens de Ferrara, même les gens de la municipalité, mais aussi les gens, disaient la même chose des artistes de Lola Bonora à Ferrara. Ils disaient ils sont fous, ils dépensent l'argent public, ils sont un petit club fermé, on ne comprend rien. Et aussi à Ferrara, Lola Bonora, après avoir été invité à Locarno, a appris à utiliser la ville, toute la ville, l'espace de la ville, comme provocation ouverte. Par exemple, la première mondiale de Theater of Hybrid Automata di Woody Vasulka a été présentée à Locarno et exposée à Ferrara, à l'intérieur de la ville. Et ça n'était pas compris, absolument pas compris, ni de Ferrara, ni de Locarno. Les gens, l'administration publique, les sponsors, disons les banques, ne comprenaient pas pourquoi faire ce bordel à l'intérieur d'une ville qui était ordinaire, précise, etc. On est beaucoup avant l'idée des nuits blanches françaises, des nuits blanches italiennes. On est 15 ans à l'avance et Reinaldo avait utilisé l'espace public comme espace d'exposition. Il faut dire que le rapport entre Festival du film et Video Art Festival a marché seulement une fois pour le fait que le directeur du Video Art Festival, à ce moment-là, c'était moi, que je suis de Turin et je suis un peu éclectique en sens moderne comme le critique de Turin qui dirigeait en ce moment le Festival du film, c'est Marco Müller. Marco Müller, c'était un critique du cinéma de Turin qui s'était occupé aux années 70 de cinéma chinois, cinéma japonais, qui était très ouvert à la nouveauté, et qui dirigeait en ce moment-là le Festival du film. Moi, j'étais le directeur pro tempore du Video Festival. On s'est parlé et on a cherché de trouver une liaison. Et on a présenté dans les grandes salles du Festival du film les œuvres de Gianni Totti, qui c'était le seul artiste qui nous avait disons, donné la permission de projeter ses œuvres en grand format, c'était déjà en numérique et en haute définition, dans un salle cinématographique, ce qui a été une nouveauté même pour Gianni Totti. Mais ça a été une très rare connexion entre personnes curieuses les deux, et deux institutions qui, après ça, ont continué à ne pas se parler et à ne pas J'espère qu'aujourd'hui, avec la Casa del Cinema de Locarno et les autres institutions que la Suisse est en train d'organiser, cette division sectorielle entre langage et entre formes de communication et formes d'expression puisse tomber, parce que c'est vraiment inouï que dans le lieu où on a théorisé et pratiqué l'interdisciplinarité il y a 30 ans, aujourd'hui, il y a encore des disciplines, des technologies qui ne se parlent pas, qui ne s'aiment pas, qui ne se connectent pas, qui ne se discutent pas ensemble. Non? C'est incroyable, mais je pense que ça va continuer. Parfait, ben, j'ai bien peur que notre pause je dis ça. D'accord. On est à 11h30 si on veut. Ben, merci encore infiniment, hein, Marco Maria. On aura de toute façon l'occasion de poursuivre la discussion cet après-midi lors de la table ronde. Hein. Tu nous as jeté plein de pistes
que les unes et les autres développeront dans leur propre direction. Donc, c'est parfait. Merci encore pour la richesse de cette présentation. Et je crois qu'on va tout simplement... Alors, on a 1 minute de battement, donc on va pas attendre 1 minute, ça ne sert à rien.